Bonjour. Alors, dans cette capsule, on va parler de design graphique et particulièrement de typographie. Alors, mon but ici, c'est pas de faire de vous des super designers, quoique j'adorerais ça. Puis c'est pas non plus de vous partager, de vous inonder avec un cours de typographie complet. Ça prendrait beaucoup trop de temps. Mais j'aimerais ça quand même que vous développiez un petit peu des antennes pour le choix de vos polices de caractère, pour comment vous présentez, quel genre de typographie vous utilisez. En fait, si j'avais un souhait, c'est que le petit peu de typographie avec lesquels on va jouer dans le cours de design UX ait un impact sur vos présentations en général dans tous vos cours, puis dans la suite de toutes vos présentations officielles. Aujourd'hui, mon but est très spécifique avec la typographie. C'est sûr, on va parler de lettres et tout ça, mais c'est que je veux que vous appreniez, que vous développiez un œil et une habilité à concevoir des espaces d'écriture, des blocs de texte qui ont différents types de gris. Ça a l'air banal comme ça, mais c'est une des manières les plus simples de faire de la hiérarchie, d'organiser du texte pour nous dire c'est important, c'est moins important, ça a tel... ouais, c'est ça, ça a tel niveau d'importance ou tout ça. Si vous regardez ici, le texte de gauche, parce qu'il est plus dense, ben, il nous paraît plus foncé, d'un gris plus foncé. Puis, à mesure qu'on va vers la droite, jusqu'à ce que celui-là qui est très aéré, ben, il apparaît plus clair. Mais ça, c'est juste une des manières de faire des gris. Alors, on va s'amuser, puis on va en voir quelques-unes, puis voir un peu plus d'où elle vient. Aujourd'hui, je vais faire référence un peu à un site d'une agence française qui s'appelle Comedit, qui offre un lexique ou un glossaire de vocabulaire en typographie qui est pas mal utile. Le lien est ici. Et qui nous offre, alors en parlant de vocabulaire, ben, qui nous offre donc un rudiment typographique en français. Je vous donne ça ici parce que en fait, on va passer le gros de la capsule dans un livre américain qui est tout en anglais, qui est absolument complet, beaucoup plus complet que le site français qui est déjà un pas pire début, mais il faut bien commencer un petit peu avec du français. Alors, commençons avec quelques mots de vocabulaire pour pouvoir parler des lettres et du texte. On n'a pas besoin, je n'irai pas dans le détail de vous faire apprendre tout. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai encerclé 5 mots, 5 objets qui servent à analyser la typographie, que je pense que c'est important d'apprendre. On va l'apprendre en français, mais en anglais aussi. Avec le livre de Helen Lupton. Si on regarde les noms, l'attaque, bon ben l'attaque c'est le début de la lettre, par où on commence à la dessiner, le dépassement des rondes, la chasse qui est la largeur ici, la panse qui est le bedon des lettres rondes. On voit là, clairement là, que la typographie, ça fait des centaines d'années qu'ils en font, qu'ils en parlent, qu'ils en mangent, que c'est devenu presque un poème en soi. Le contrepoinçon, l'empattement, quelque chose qu'on utilise souvent, la goutte. Alors le premier des 5 termes que je veux absolument que vous appreniez, c'est le concept de la hauteur de X. Alors la hauteur d'X, c'est la hauteur qui est commune à absolument toutes les lettres. Il y a juste le X, le O, le M, le N qui n'existent que dans cet espace-là. On a R ici, là. Mais non, il n'y a pas juste, mais il y a quelques lettres qui existent que dans cet espace-là. Les autres vont dépasser, soit avec un jambage ou un fût, ou aussi ce qu'on appelle la hampe ascendante, qui est le morceau qui dépasse. Puis le morceau qui dépasse par en bas, ben, c'est la hampe descendante. Alors, avec la hauteur de la hampe ascendante et jusqu'au bout de la hampe descendante et la hauteur de X, là, on a toute la hauteur d'une lettre. Les largeurs des lettres varient beaucoup, mais dans une même
police de caractère. Mais les hauteurs de lettres, elles restent standards. Et puis la relation entre la hauteur de X et puis la longueur de ces ampes, ascendantes, descendantes, vont avoir un gros impact sur le look, sur la noirceur, sur la densité d'une police de caractère. Alors ça, alors ici, la ligne de pied, ou en anglais le baseline. La ligne de pied, c'est une ligne imaginaire dont on se sert beaucoup et dont vous allez vous servir aussi. Et ça, c'en est une autre, la quatrième de ces concepts-là que je veux que vous absorbiez. Et puis, ici, l'approche, c'est-à-dire, c'est l'espacement entre les lettres. Regardez entre le P et le O, l'espacement qu'il y a entre ces deux bedons-là, ces deux courbes-là, versus l'espacement entre le Y et le P. Ils se touchent pratiquement, ou le Y et le T. Le Y est sous le T ici. Alors, ce que vous regardiez, typographie, de loin, vous aviez probablement l'impression que les lettres étaient disposées très également une à côté de l'autre, sans vous poser trop de questions, alors qu'en fait, il y a tout un travail pour dire « Ah, ces deux-là, on les éloigne, ces deux-là, on les rapproche, alors le G et le R se touchent presque, mais le R et le A sont très loin. » Alors que visuellement, on a l'impression qu'ils sont, finalement, sont assez égales. L'espacement entre les uns et les autres est assez égal. Alors, l'espacement, l'approche, la hauteur des ampes ascendantes, descendantes, la hauteur de X et la ligne de pied, tout ça est super important. Si on s'amuse un petit peu, alors ça c'est le même texte avec 3 polices différentes, des polices typographiques où est-ce qu'il manque S. Et puis, chacune des polices ont la même grosseur, c'est-à-dire que c'est des 40 points. On va parler un peu plus tard, c'est quoi ce pointage-là. Sauf que Helvetica, c'est une police qui est reconnue comme ayant une hauteur de X très haute. Et donc, le corps du texte est très noir et il prend beaucoup de place. C'est très visible. Alors que les ampes ascendantes, descendantes, qui vont s'inscrire dans l'espace entre les lignes et sont relativement courtes en proportion. Ça fait un texte qui est beaucoup plus foncé pour la même grosseur que le texte suivant, qui est fait en minion, pro, c'est encore le type, la fonte régulière, et toujours la même grosseur, puis on va parler. Mais là, comme les X sont plus petits, la proportion de tout ça est plus petite aussi. Je veux dire, la longueur des ascendants et des descendants est plus longue, mais ça fait que les lignes sont plus courtes. On peut mettre plus de lettres par ligne. Alors, comme ici, ça arrêtait à R. Là, on peut rajouter le petit mot « also ». Et ça fait que la dernière ligne dessous est un peu plus courte. Et tout ça se ramasse. C'est encore plus vrai ici avec Adobe Devanagari qui a un tout petit corps de X. Il y a une hauteur de X qui est beaucoup plus petite avec un peu plus long donc en proportion. Et donc plus de blanc pour faire le 40 points. Et du coup, on peut mettre plus de mots par ligne et puis ça fait un texte encore plus aéré et plus court. Alors, si vous faites des petits yeux, vous allez voir la différence des gris entre ces 3 textes-là, c'est vraiment frappant. Tiens, juste pour le fun, la même police, tout ça, c'est 3 fontes différentes de la même police, qui est la taupe. Bon, là, ils sont faits pour être des gris différents. Ça m'amène à avoir une petite conversation, un petit aparté. On va parler souvent de fonte. Fonte, on s'imagine bien que c'est emprunté à l'anglais, mais il y a pas. Mais c'est un mot anglais qui avait été originellement emprunté au français. Parce que pour faire chaque type de grosseur de caractère, il fallait refondre chaque lettre en plomb à l'époque. Et puis donc, une fonte, c'était un type de caractère. Donc, si on fait des 40 points puis des 36, là, ça va être 2 fontes différentes. Si on fait de hairline, si on fait un light, si on fait un régulier, ça, ce sont aussi des grosseurs de fontes différentes. Dans le commerce, on parle souvent de fonte parce que c'est une manière de nous vendre plus
de set de police. Mais en fait, là, ce qu'on regarde aujourd'hui, là, c'est toute la même police typographique. Là. Ça vient tout de l'ATO en soi, qui sont effectivement designés pour avoir différents types de gris. Où est-ce qu'on s'en va d'autre après ça? Ah, puis là, on s'amuse avec des espacements. On va y revenir. Donc, regardons maintenant le livre Thinking with Type de Helen Lupton. C'est pourquoi je vous propose ce livre-là, c'est que oui, il y a une version livre qui est fabuleuse, qui a beaucoup d'exemples, mais il y a une version épurée avec moins d'exemples, mais toute la matière qu'on veut, qui est sur le web, qu'elle donne, qui est accessible à tout le monde gratuitement. Et puis, Thinking with Type, ben, il y a 3 catégories. Alors, elle a organisé ça de manière très standard en 4, disons, grandes pages ou chapitres. Un sur la lettre, un sur le texte, un sur la grille graphique qu'on a déjà un peu vu, puis des extras. On va regarder ça très brièvement ensemble. Je vous encourage énormément à prendre le temps de lire ces 4 grandes pages-là, qui sont comme 4 fascicules d'un livre, en fait, et parce que c'est tellement... Elle écrit bien, c'est drôle, c'est bien illustré. Si vous avez le moindrement la piqûre pour la typographie, vous allez adorer, puis ça se lit tellement vite, là, c'est vraiment pas difficile. Regardons un peu son chapitre sur la lettre. Bon, ça commence avec l'anatomie. On l'a déjà vu, l'anatomie en français. Alors, juste rapidement, alors on est encore dans la hauteur de X, le baseline. Après ça, la hampe ascendante, la hampe descendante ici, etc., etc. Alors, on va descendre. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est comment est-ce qu'une lettre s'assoit sur sa ligne. Parce que là, ici, elle reprend tous les morceaux qui m'intéressent, moi. C'est-à-dire, bon, la hauteur de X, la ligne elle-même. Puis là, elle nous fait voir que dans les hampes ascendantes, elles sont un petit peu plus hautes que la hauteur d'une lettre majuscule. Puis ça, d'emblée, on pense toujours que c'est la même hauteur. Puis dans certaines typographies, c'est la même hauteur. Mais dans les typographies plus historiques, disons, il y a des petites différences. Puis là, bon, ben, il y a toutes sortes ça fait partie des différences. Je vous laisse lire ces choses-là là, à votre rythme. Ça vaut vraiment la peine. Après ça, parlons des grosseurs. On parlait tantôt de 40 points. Je n'irai pas... vous pouvez lire ici un petit peu son explication de comment ils sont arrivés à des points. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que l'idée d'une... Alors là, on a la hauteur de majuscule. Un petit peu plus haut, on a la hauteur de la hampe ascendante. Après ça, puis en dessous de la hampe descendante, il y a un espace... Il y a un espace blanc là, qui est laissé tranquillement. Alors, si on regardait un cube de plomb, ben alors là, on aurait une lettre au complet plus l'espace en dessous. C'est ça qui fait que de là à là, on a effectivement 60 points dans ce cas-là. Dans ce cas-ci. Et puis que si on s'amuse à changer la hauteur de X, ben on peut peut-être rallonger, puis mettre le buffer devient un petit peu plus long, mais on est toujours dans le même genre de hauteur, de points. Quand c'est 40 points, c'est 40 points, etc., etc. Évidemment, la largeur varie avec chaque lettre. Il fut un temps où il y avait décidé de mettre les lettres ensemble, là, mais toute la même largeur, mais c'est ridicule là, si on compare un I à un W, là, par exemple. Alors, une autre chose qui est vraiment sympathique avec ce livre-là, c'est que à tout bout de champ, elle nous parle de type crime. Alors, des crimes typographiques, des choses qu'on fait ou qu'on ne devrait pas faire. Alors, ça en est jouer avec la largeur des lettres, s'organiser, faire des choses qui n'ont pas été designées, choisies, parce que tous les espacements sont tellement importants. Alors, on parlait de la hauteur de X. Ici, on est dans du 32 points tout le temps, mais on change de police typographique à chaque ligne. Alors, do I look fat in this
paragraph. Alors, regardez la différence entre la hauteur de X de quelque chose qui est interstate régulé. Ça, c'était designé pour être lu de loin sur l'autoroute, effectivement, versus Scala, versus Bodoni, qui date du 18e siècle, versus Mrs. Eve, qui est beaucoup plus récent, mais qui est beaucoup plus fine, si on veut. Vous pouvez imaginer que des textes écrits dans l'un et l'autre, c'est très différent. Puis là, il y a tellement de plaisir à avoir, en tout cas pour moi, à jouer avec ça. J'espère que ça va vous intéresser. Mais, et donc ici, elle fait une comparaison comme j'en ai fait un petit peu en montrant Mr. Eves, Mrs. Eves, c'est le même, évidemment, designé par le même typographe. Mrs. et Mr. Eves qui se parlent ensemble parce qu'ils sont quand même compatibles. Alors, il y a vraiment un apprentissage de la forme à faire, avoir du plaisir avec ça. Des grosseurs de... Ah, là, il s'est fait un peu d'histoire. C'est vraiment intéressant. Ben, moi, je trouve que tout est intéressant. Mais alors, ça, c'est du Garamond 1930, designé en 36. Puis le look du Garamond typique de 1930 est un peu plus large. Le haut est un peu plus large. Après ça, on arrive ici dans les années 70. Bon, évidemment, elle a choisi des mots qui étaient associés à ces époques-là, mais donc par Tony Stan en 76, ça c'est tout du Garamond encore, mais International ETC Typographic Company. Alors, c'était un redesign de Garamond. Dans les années 80, alors, Adobe a fait une version de Garamond qui a été designée par Robert Slimback en 89. Super beau, très élégant. Regardez comme le haut est étroit ici. On s'en va par rapport au haut qui était très large des années 30. C'est vraiment un look différent. Ouais, je sais, vous allez rire de moi, là, vous allez dire que, ben non, c'est tout pareil. C'est pas pareil. Regardez la différence. Celui-là, il est beaucoup plus... Alors, c'est un rectangle beaucoup plus étroit et long que ce rectangle-là autour du U ou du E. Regardez aussi où est-ce qu'il est séparé. Ah non, c'est pas mal haut, c'est pas mal la même chose. 2000. Robert Slimback refait une nouvelle version pour Adobe. Puis là, ce coup-là, qu'est-ce qui change? Je pense qu'on est encore un petit peu plus étroit. Ah non, ce qui change, c'est les thick and thin. Alors ici, quand c'est étroit, c'est très mince. C'est plus mince qu'avant. Je pense qu'il y a une finesse, là, il y a un ça s'est exagéré. En tout cas, optical size. OK, ça, c'est intéressant. Alors, elle parle de headline, subhead, text, et puis les lettres qu'on utilise pour les légendes. Donc, ça, c'est pour les titres, les sous-titres, le texte. Puis, elle a mis la même grosseur des fontes de Premiere Pro qui sont supposées d'être vues très, très grosses, moyen gros, grosseur texte, et puis très petit. Ce qui est intéressant, ce qu'elle veut nous dire, c'est que quand les choses sont faites pour être vues très grosses, on peut se permettre beaucoup de différence entre les minces et les épais. Grosseur normale, qui n'est jamais aussi gros que ça, ben là, c'est plus égal, parce que c'est beaucoup plus petit, alors que ça, c'est vraiment fait pour être du 6 ou du 8 points. Fait que tout est pas mal plus gros pour que ça reste lisible. Fait que quand on change une typographie de fonte, on le fait pas, c'est pas juste par shrinker ou augmenter la lettre. Non, il y a vraiment un redesign de la lettre pour qu'elle soit lisible. Alors, respectez ces choses-là dans la mesure du possible. Bon, alors là, il s'amuse à... Ouais, vous lirez ça, ça vaut la peine d'aller voir. Ici, les classifications, ça, c'est une section qui est plus historique, qui est super intéressante si vous aimez l'histoire. Je vous recommande la lecture, mais je vais vous dire qu'il y a quand même des familles. Alors, comme on disait, les fontes, c'est les coulées, c'est un set de lettres et de chiffres. Et puis, il y a des familles qui ont beaucoup de sets
qui sont des grosses familles. Alors, par exemple, Garamond Garamond Pro, ben, ce que ça fait, c'est que regardez la différence de l'un à l'autre, à l'autre, à l'autre. On peut, en utilisant une famille pour un projet, on peut avoir beaucoup de variations en sachant qu'ils ont été designés pour aller ensemble. Fait qu'on on fait pas de drôle d'amalgame comme en utilisant, je pense qu'il avait donné des exemples ici, d'utiliser des choses qui ne fitent pas ensemble. Fait que c'est une bonne idée d'utiliser des familles nombreuses, donc des familles où est-ce qu'on a beaucoup de fontes pour pouvoir jouer. Donne des exemples. Alors, les familles super connues, des super familles connues, là, c'est Univers, qui a été designé dans les années 50, qui est très flexible. Puis là, il y en a quelques-uns ici, mais je pense qu'il y en a 16 fontes différentes. Extrêmement flexible. Les Scala, une autre super grosse famille. Où on peut faire plein de choses différentes en restant à l'intérieur de la même famille. Pieces aussi, qui a un look un peu plus cowboy, un peu plus rigolo. Après ça, en tout cas, il y en a plusieurs. Il y avait Meta, il y en avait Lato est quand même pas pire. Cap and Small Cap. OK, alors là, bon, je vais vous laisser lire, mais juste pour vous dire que si vous utilisez, vous forcez à mettre tout en majuscule sans que ce soit ajusté, ben, parce qu'il n'y a pas de hampe descendante, il va y avoir plus d'espace en dessous que par-dessus. Fait que ça peut faire des textes qui n'ont pas d'allure. Alors, si vous étiez pointilleux, ben là, il faudrait avoir une manière d'ajuster l'espacement entre les lignes. Mais là, rendu là, je pense que si vous rendez là, je vais être impressionné. C'est pas, mon but, là, c'est encore de regarder les gris. Donc, ça, il me semble que je vois ça souvent dans les magazines français. Une espèce de... Alors, un italique avec un régulier, mais un peu plus bold, qui sont mélangés ensemble dans la même phrase. C'est super dynamique, puis ça peut être pas mal rigolo. Il y a quelque chose de très français là-dedans. Ça, c'est un méchant exemple. Alors, écoutez, le government prend toute la place, accountability est tout squishy ensemble, puis office, c'est épouvantable. Ça, là, pour typographe, là, ça crève les yeux, là. Ne faites jamais ça. Laissez aller accountability, puis qu'ils prennent sa place, puis que, tu sais, ou écrivez gouvernement plus petit, là, tu sais, franchement. Faut traiter tout le monde pareil, là. C'est juste ça. Bon, alors, sur ce, on va regarder les textes. Alors, les différents textes. Alors, quand on travaille un texte, il y a 3 manières principales ou 4 manières principales de travailler un texte. Un, c'est de jouer avec les espaces entre les lettres. Et puis là, alors, si on regarde ça c'est... En fait, j'irai pas là parce qu'il y a très peu de chances que vous allez faire ce travail-là, mais amusez-vous à le lire. Deuxièmement, c'est de travailler... Ah, mais quand même, ça vaut la peine. Mais alors, l'espace entre les lettres, l'espace entre les mots, l'espace entre les lignes et puis l'alignement. So, grosso modo, là, avec ces 4 choses-là, vous pouvez vraiment façonner, sculpter un texte. L'espace entre les lettres, on va s'en servir surtout dans des titres, puis dans des... Fait que, alors, il y a des fois, quand il n'y a pas de kerning, quand il n'y a pas de facilité d'ajuster, puis qu'on met tout à la même espace, ben des fois, ça va faire qu'il y a beaucoup d'espace entre le T et le A. On a l'impression qu'il y a moins d'espace entre le E et le S. Visuellement, là, c'est moins confortable. Alors qu'on peut le faire sans kerning avec un espace métrique où est-ce qu'on laisse toujours, tous les carrés ont le même espace, puis là, ça fait des affaires épouvantables, ou ce qu'on veut, c'est l'espace optique.
Et puis, alors, métrique, c'est comme ça. Et puis, optique, ça va être un petit peu plus ajusté, un peu plus proche. Puis là, elle donne 2 exemples. Books and Harlots can be taken to bed de Walter Benjamin, 1925. Ce n'est pas mon humour, pardon. Mais alors ici, c'est de l'espace métrique, c'est-à-dire tous les espaces sont donnés au même rythme. Puis alors que quand on regarde ça, puis que ça a été espacé de manière visuelle, ben, il y a un peu plus d'espace entre les mots, et puis un peu, alors que les lettres, à l'intérieur des mots, les lettres ont l'air d'être plus en relation plus proche, sans être trop serrées. Non, vraiment, moi, je trouve que c'est visible et c'est beaucoup plus confortable, beaucoup plus facile à lire. Alors que le premier, on a l'impression de se faire offrir un paquet de lettres qui s'adonne à... Tu sais, il y a quelque chose de mécanique, là. Il y a une voix de robot au niveau visuel. Donc, le tracking, c'est l'espace entre les mots. Fait que... encore une fois, 3 exemples. Un où c'est normal, c'est l'espace normal entre les mots. Ça ici, il y a plus d'espace entre les mots, donc on les distingue plus facilement. Pourquoi on ferait quelque chose comme ça? Ben, c'est parce que le texte serait fin et puis pour faciliter l'œil, faciliter la lecture, pour qu'on voit clairement, puis que ça puisse se lire plus rapidement, sans faire de giblotte. L'inverse est ici, alors moins d'espace entre les mots, plus avec des lettres plus tassées, ce qui est effectivement un type crime. Faire quelque chose comme ça, là, c'est épouvantable, là, on veut jamais faire ça. Encore une fois, Love Letters, Eros. Après ça, bon, elle vous donne un petit projet. Voyons. On va faire ici. Puis l'alignement, ben, ça peut être centré, ça peut être justifié. Et puis, alors, avec chaque type d'aliment, elle nous raconte, elle nous dit c'est quoi les crimes potentiels. Alors, ce serait que le texte, il soit centré, mais il fait pas une belle forme. C'est comme pâteau un peu, là, c'est pas agréable. Ou ici, qu'il y a tellement d'espace entre les mots pour que le texte soit justifié qu'on finit par avoir ça devient impossible à lire, là. C'est complètement ridicule. Ici, bon, ben, ça peut être justifié à gauche, justifié à droite. Dans les problèmes à justifier à droite, c'est quand il y a de la ponctuation à droite, puis là, ça brise la belle ligne, pas très agréable. Ou justifié à gauche, quand ça fait un rag, quand la déchirure ici fait des drôles de formes là, qui sont pas agréables. Je dois dire qu'avec un texte normal de cette grandeur-là, c'est plus élégant, c'est une meilleure typographie de justifier à gauche sans faire de cube carré. Parce que c'est la forme naturelle de la lecture où tous les mots sont respectés. C'est plus facile à lire, en fait, et c'est plus agréable. Vous remarquerez que sur son site, elle fait, quand c'est elle qui parle, là, tout est justifié à gauche, tout simplement. Bon, puis là, elle donne des exemples et des exemples. On va accélérer le service un petit peu. La grille, ça va aller vite parce qu'on en a déjà parlé. Elle parle de la règle d'or. La règle d'or dans une page ordinaire sur une page de texte format lettres US ou format A4. Alors, ici, la règle d'or est d'espace de plus et des places différentes. Après ça, elle parle de la grille, comme on en a parlé aussi. Je vais aller rapidement. Alors, différentes manières d'utiliser la grille, et différentes grilles modulaires, etc., etc. Bon, alors sur ce, je vous laisse, je vous encourage fortement à aller lire Thinking with Type. Et puis là, quand on va revenir ici, puis voir les différents grilles pour 3 auteurs de X, ben là, j'espère que vous les voyez facilement, à travers une même police typographique, et puis à travers des espacements, presque trop serrés ici, mais en tout cas, on peut voir la différence. Donc, c'était Thinking with Type. Ben, merci beaucoup.